J'essaye avec le micro, ça va? Oui. Bien? Non, non, n'applaudissez pas. Attendez un petit moment. Bonsoir à tous. Merci d'être venus finalement très nombreux. Je vois beaucoup de nos étudiants, de nos anciens étudiants, des membres d'université, des gens du public de la ville. C'est ce que nous souhaitions. Encore des gens qui arrivent. Installez-vous seulement, je vous en prie. Donc, merci d'être venus pour cette soirée. Donc c'est l'ouverture, cette soirée c'est l'ouverture du colloque Les mobilités internationales et le changement au niveau global, qui est organisé par la faculté des sciences sociales et politiques. Il faut toujours que je cherche... L'Institut des sciences sociales et le groupe THEMA. Ça fait une subdivision. C'est l'université, la faculté des sciences sociales et politiques, l'Institut des sciences sociales et le groupe THEMA. Madame Angèle Mendy, qui doit être dans la salle, qui a organisé l'essentiel de cette journée de demain. Que voilà. Bonjour. Voilà, très bien. Et Laura Ferilli, qui est là, à droite, qui a aussi vraiment... beaucoup contribué à l'organisation de ce voyage. Donc, merci. Donc, ce soir, c'est la soirée d'ouverture avec la professeure Kokry-Vidrovitch, que je vous présente dans un moment. Demain, il y a le colloque. Et jeudi, vous êtes également invité à l'auditoire, à l'Aula plutôt, du Palais de Rumine pour une projection. Ensuite, nous écouterons des migrants. Nous terminons en donnant la parole aux migrants et nous ferons un débat final entre étudiants. Donc, un programme entre maintenant et jeudi, 4h de l'après-midi, ouvert à tous. Donc, c'est la soirée d'ouverture. Nous avons véritablement l'immense privilège de recevoir Madame Catherine Kokry-Vidrovitch. Il y a quelque chose d'amusant dans nos parcours qu'on ne peut pas comparer, mais nous étions avec 26 étudiants à Dakar et au Sénégal jusqu'au 4 novembre. Ils sont là, peut-être levez la main, là, les 26, ça me fait plaisir. Ah, ils sont là, chic, voilà. Et Madame, nous sommes revenus le 4. C'est la première fois qu'on allait au Sénégal, on reviendra tous les ans d'ailleurs, ouais, au cas où ceux qui veulent y aller, c'est un très beau voyage. Donc nous sommes revenus le 4, Madame Kokry-Vidrovitch était à Dakar jusqu'à vendredi passé et doit être à Paris demain après-midi pour organiser une exposition dont elle est la co-commissaire au musée Branly. Donc vous voyez que c'est vraiment une chance extraordinaire que de l'avoir ici pour nous ce soir. Donc elle a quitté le Sénégal la semaine passée, elle était à Paris ce week-end, elle est chez nous aujourd'hui mardi soir, demain elle est de nouveau à Paris, donc elle vient exprès pour nous. Je la présente brièvement parce que ce n'est pas moi que vous êtes venu entendre, mais elle. Donc que dire? Elle était élève, c'est comme ça qu'on dit, on ne dit pas elle était élève à l'école normale supérieure, à l'époque où l'école normale supérieure de Paris était non mixte. Donc elle a été élève à l'école normale supérieure, elle est agrégée d'histoire, elle a fait une thèse de doctorat sur le Congo et Brazza. Brazza, c'est l'explorateur français de la partie Congo, ce qu'on appelle justement Congo-Brazzaville, par opposition au Congo belge. D'accord. Donc elle a fait une thèse sur Brazza et le Congo. Elle s'est ensuite spécialisée sur son domaine qui est l'Afrique, l'histoire sociale de l'Afrique. Donc, par exemple, les femmes, elle a écrit un très beau livre que je suis en train de lire, j'en suis à la page 80, qui s'appelle Les Africaines. Elle a écrit des livres sur l'esclavage, alors là, je les ai complètement finis, Être esclave et d'autres encore. Vous verrez dans un moment ces publications qui sont très nombreuses. Elle est à la retraite, elle est professeure émérite, comme on dit, de Paris Diderot, Paris 7 Diderot, une des plus grandes universités parisiennes, prestigieuse université parisienne. Et donc, sa spécialisation, c'est l'Afrique, la colonisation, le rapport entre les colonies et la métropole. Est-ce que ce sont les colonies qui ont beaucoup apporté? Est-ce que c'est la métropole qui a ce genre de questions dans les rapports nord-sud? Elle a été d'accord, comme elle peut quand même parler de beaucoup de choses, elle a aussi été d'accord dans sa conférence de commencer sur un des sujets qui a été sa spécialité, donc les esclaves dans la traite atlantique, qui est un des sujets de nos étudiants à l'école PrEP, et de finir sur faire le lien avec le colloque de demain, donc les migrations contemporaines. Peut-être on peut juste regarder ces publications. Donc Madame Kokry-Vidrovitch est théoriquement à la retraite, mais voyez ce que ça veut dire être à la retraite pour elle. Donc, je crois qu'elle est à la retraite depuis le début des années 2000. J'aimerais être à la retraite.
en lisant ces publications qui m'impressionnent beaucoup. Voyez, je vous laisse juste peut-être prendre un peu connaissance. Donc un mélange d'histoire politique, d'histoire de la société, d'histoire sociale. Voilà. Je crois que je peux m'en tenir là et je lui passe la parole en vous demandant peut-être de l'applaudir et de la remercier, enfin en l'applaudissant de nous avoir fait l'honneur. Eh bien, merci beaucoup. Vous m'entendez bien ? Ça marche, le micro est parfait. Et je vais donc vous parler de l'esclavage atlantique aux migrations africaines contemporaines que j'aborderai très brièvement parce que je suis historienne, je suis ni sociologue ni politiste et par conséquent les migrations contemporaines sont moins ma spécialité que le reste. Alors je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs. Je suis ici, il faut le dire, en remplacement d'Ibrahim Atioub. Ibrahim Atioub, qui est un grand historien et qui est actuellement recteur de l'université Cheikh Anta Diop à Dakar. C'est la raison pour laquelle il n'a pas pu venir. Et je dirais que je suis très fière de le remplacer parce que c'est mon ancien étudiant. J'ai supervisé sa thèse. Nous sommes devenus amis. Ensuite, collègues, bien sûr, nous avons beaucoup travaillé ensemble et amis. Et j'ai trouvé, et c'est une raison pour laquelle j'ai accepté de venir, alors que c'était quand même un peu acrobatique, je dirais, comme on vous l'a dit dans mes déplacements, parce que c'est merveilleux cette aventure. Quand le maître a fait son temps. Et que je peux être fière de laisser après moi, ou plutôt devant moi, des nouvelles générations formidables. Je vais donc tâcher d'égaler Ibrahima, que j'ai vu la semaine dernière, évidemment, à Dakar, et qui m'a, si je puis dire, donné sa bénédiction pour le remplacer, en me disant simplement, oh, nous allons dire la même chose, nous pensons à peu près pareil, donc c'est pareil, simplement les étudiants regretteront de ne pas l'entendre de la part d'un historien africain. Ça, je n'y peux rien, mais j'espère que vous m'accepterez quand même. Alors, incomplètement, évidemment, je n'assisterai pas au colloque parce que je suis retenue à Paris dès demain après-midi. En réalité, je suis co-commissaire d'une grande exposition qui introduit au musée du Quai Branly, et ça a été un combat gagné, mais qui n'était pas évident il y a 4 ou 5 ans, l'histoire de l'Afrique à travers les objets. Parce que le musée du Quai Branly avait, en son temps, en 2006, été créé pour les arts premiers. Et donc, un des objectifs de notre exposition, c'est de démontrer que, précisément, ce ne sont pas des arts premiers, mais que les arts africains et l'Afrique subsaharienne, parce que je parle en fait je suis spécialiste de l'Afrique subsaharienne, a une histoire qui est d'ailleurs l'histoire, paradoxalement, l'histoire la plus vieille du monde. Donc on est dans les derniers préparatifs, c'est toujours très compliqué, il faut que tout soit prêt pour le 1er décembre parce que l'exposition ouvre le 30 janvier, etc., etc. Et donc j'ai plusieurs réunions à ce propos demain après-midi. Alors, venons-en à mon sujet pour ne pas perdre de temps. Et dans un premier temps, je vais examiner très rapidement rappeler ce qu'est un esclave, pour ensuite comprendre l'évolution qui a conduit au XVIIe siècle, à partir du XVIIe siècle, à faire des seuls Africains noirs les esclaves de l'Atlantique, ce qui n'était pas le cas avant l'esclavage atlantique. En deuxième point, rapidement, je rappellerai ce qu'était l'esclavage africain avant la traite atlantique, puis les raisons du lien entre esclavage atlantique et la genèse du racisme, en particulier du racisme anti-noir. J'en viendrai alors à l'importance du XIXe siècle dans la théorisation de la racialisation et son aboutissement en fin de siècle
et son épanouissement au XXe siècle avec le racisme sous toutes ses formes, et en particulier le racisme anti-noir qui devient déterminant et qui existe malheureusement toujours aujourd'hui. Enfin, en conclusion, je viendrai, si j'ai le temps, donc je vais aller assez vite, à votre sujet proprement dit, c'est-à-dire les migrations, enfin au sujet du colloque plus exactement proprement dit, c'est-à-dire les migrations contemporaines. Alors je vais tâcher de faire tenir tout cela dans l'heure qui m'est réservée, puisque, vu l'heure qu'il est, je peux parler jusqu'à 19h45, j'ai ma montre sous les yeux, avant d'entamer évidemment la discussion. Alors d'abord, un rappel très simple, qu'est-ce que c'est qu'être esclave? Qu'est-ce que ça a été dans le monde d'être esclave, et pas seulement en Afrique, et pas seulement dans l'Atlantique? Alors d'abord, l'esclavage a existé dans toutes les sociétés, plus ou moins, mais, et en particulier, très certainement dans toutes les sociétés aux origines, au début du développement de ces sociétés, parce que dans ces démarrages, la technologie était très peu développée, que la seule technologie, c'était les bras des hommes, les bras des femmes, et que pour faire travailler un outil, eh bien, mieux vaut le posséder. Par conséquent, l'esclavage est quelque chose qui a été pratiqué, on peut le dire, plus ou moins, bien entendu, avec des nuances dans toutes les sociétés. Pas toujours avec le même mot. Le mot esclave, lui, il apparaît dans l'Antiquité, surtout avec les Romains, parce que ça vient de la Slavonie, des Slaves, et des esclaves, les Grecs et les Romains. Les Africains, dans les temps anciens, avaient d'autres termes, mais pour dire à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'un esclave, c'était, comme je vous l'ai dit, un outil. Il était possédé. On pouvait l'acheter, le vendre, le donner, le mettre en gage, s'en servir comme un outil. C'était à peine une personne. Et par ailleurs, la deuxième condition de l'esclave, c'est d'être hors de son milieu d'origine, déraciné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'esclavage sans commerce des esclaves. C'est-à-dire qu'il faut aller les chercher ailleurs, parce que si on prend des esclaves sur place, évidemment, la première chose que l'esclave fera, c'est de retourner dans sa famille, de s'échapper. Et l'esclavage atlantique était particulièrement radical pour cette question, puisque vous aviez l'océan qui les séparait de leur origine. Alors, dans les sociétés africaines anciennes, l'expression pour dire esclave est une expression de mépris. Quelqu'un qui ne vaut rien, quelqu'un de méprisable, dans les termes utilisés. Quelqu'un qui est méprisable, en particulier précisément parce qu'il a été déraciné de où il était, et qu'ayant été déraciné, il n'a plus d'ancêtres. Or, les religions du terroir en Afrique étaient fondamentales dans la mesure où elles honoraient d'abord les ancêtres vivants et morts, qui étaient les truchements, les intermédiaires nécessaires pour communiquer avec le monde surnaturel. Un esclave arraché à son milieu n'a plus d'ancêtres, ses ancêtres deviennent ceux de son maître, il est donc dépourvu de possibilités de liaison avec le surnaturel, et donc il ne mérite plus d'exister que comme esclave. Si je dis ceci, c'est que, et Ibrahim Yacoub vous l'aurez expliqué mieux que moi, c'est que l'esclave, les descendants d'esclaves, bien entendu, l'esclave, il y a toujours des esclaves dans pratiquement toutes les sociétés, il y en a pas mal dans un certain nombre de sociétés africaines, mais c'est très difficile de se défaire d'un héritage, même lointain, dont les ancêtres ont été esclaves. Je parle pour les sociétés africaines, parce que la récupération des ancêtres est impossible pour toutes les descendances. Donc, la condition d'esclave, on ne pouvait pas
s'en détacher à la énième génération, on était toujours esclaves. Et aujourd'hui encore, dans les sociétés africaines, on sait par le nom de qui descend les différentes personnes. C'est très clair au Sénégal, où vous êtes allés. On sait si on descend d'une famille libre, d'une famille aristocrate, de griots ou de castés, ou d'esclaves. Et ceci à cause de ce passif dans ce projet. Mais enfin, ce n'est pas le sujet, et vous pourrez me poser des questions sur la question éventuellement, si ça vous intéresse. Mais alors, à partir de là, à partir de cette réalité de l'esclavage qui est très ancienne, quand apparaît l'esclavage africain subsaharien, c'est-à-dire l'esclavage noir. Comment se présentait au débarrage l'esclavage dans les sociétés antiques? Alors, ce qui frappe dans les sociétés antiques, c'est que les esclaves étaient de toutes les couleurs. Et que, finalement, les esclaves noirs étaient une minorité, parce que c'était difficile d'aller se les procurer. Et la quasi-totalité des esclaves dans la société grecque, dans l'ancienne Athènes, ou dans la société romaine, venaient plutôt des grandes plaines du nord, de Sibérie, de Slavonie, effectivement, ces pays du nord. Donc la quasi-totalité des esclaves étaient blancs, et par conséquent, il n'y avait pas de différence majeure de couleur pour les esclaves. Et on le voit bien dans les sociétés égyptiennes anciennes, où, alors on dit quelquefois, les historiens disent, les Égyptiens ne connaissaient pas l'esclavage, les Égyptiens n'étaient pas esclaves. Certes, les Égyptiens n'étaient pas esclaves, mais ils faisaient venir beaucoup d'esclaves d'ailleurs. Ils avaient beaucoup d'esclaves, les Égyptiens, mais ce n'était pas eux, c'était les autres. C'est-à-dire, là encore, vous retrouvez toujours l'idée du déracinement. Mais la couleur n'avait aucune importance parce que probablement en Égypte, c'était un creuset extraordinaire de rencontres de peuples qui venaient d'Asie, qui venaient de la Méditerranée, qui venaient du sud de l'Afrique. Les gens étaient un peu de toutes les couleurs, je dirais, le plus souvent basanés. Et on a un exemple célèbre d'une personne particulièrement célèbre dont on ne connaît pas la couleur, qui est Cléopâtre. Vous avez entendu parler de Cléopâtre certainement, la dernière pharaone d'Égypte, celle qui finalement s'est empoisonnée à cause des Romains. Le premier qui parle de la couleur de Cléopâtre, c'est Shakespeare. Shakespeare, qui dans une de ses pièces, dit tantôt qu'elle est taonée, c'est-à-dire basanée, ou black, noir. C'est la preuve que personne ne s'était posé la question de savoir quelle était la couleur de Cléopâtre, qui, dans les légendes, avait une grand-mère probablement plus foncée que d'autres. C'est vrai dans les textes anciens, dans les textes religieux anciens, je parlerai de la Bible et du Coran, très rapidement. Contrairement à ce qu'on a cru et qu'on a répété à partir du XVIe siècle et surtout du XIXe siècle pour la Bible, il n'y a pas de racisme ni dans le Coran ni dans la Bible. Le muezzin préféré de Mohammed était un noir, et du côté de la Bible, dans l'ensemble de toute la Bible, vous avez 4 allusions à la couleur, ce qui n'est pas beaucoup, parce que la Bible, ça représente beaucoup de textes différents. Il y en a un seul qui permet véritablement de parler de noir. C'est, je dirais, 3 sur 4 sont laudatifs dans ces allusions, et une est informative. Elle décrit l'habitant du pays de Couche, c'est-à-dire le sud de l'Égypte, Méroé. Et cet habitant de Couche, dit la Bible, ressemble au léopard, car pas plus que le léopard, il ne peut enlever ses taches. On en conclut qu'il avait des taches noires, et par conséquent, il s'agit d'un noir. Le couchite ne peut pas changer de peau. Autrement dit, le premier vocabulaire utilisé ne fait pas allusion à la couleur, mais à une région, les Couchites.
et non pas tellement. Mais alors le mythe le plus révélateur, je vais quand même passer une minute pour vous le raconter parce qu'il est très frappant. Enfin, il y a deux mythes très frappants. Il y a celui de Moïse. Alors là, c'est tout à fait intéressant. Moïse, qui a eu beaucoup de femmes, parce que cette époque-là, les hommes avaient beaucoup de femmes, prend à un moment, alors la traduction de la Bible dit tantôt prend une femme ou épouse une femme, ça c'est les versions convenables, et cette femme est éthiopienne. Alors éthiopienne, ça s'est mis à signifier noir dans la mesure où cela vient du grec qui signifie à la peau brûlée, c'est-à-dire foncée. Donc Moïse prend une femme éthiopienne et sa sœur Sarah est très fâchée. Alors Yahvé, Dieu, est à son tour très en colère contre Sarah. Il l'enveloppe d'une nuée et quand la nuée se dissipe, Sarah sort blanche et lépreuse. C'est-à-dire qu'elle a été punie d'avoir accusé son frère d'avoir épousé une noire. C'est comme ça qu'on peut l'interpréter en tous les cas. Alors, il existe néanmoins une tradition tardive d'origine biblique qui accrédite l'image péjorative des Noirs. C'est ce qu'on appelle la malédiction de Cham. Alors ça, c'est l'histoire de Noé. Noé a découvert la vigne, Noé s'est enivré, il tombe dans un coma alcoolique, il est tout nu dans sa tente et il dort dans l'ivresse. Son troisième fils rentre dans la tente, tout ça c'est dans la Bible. Son troisième fils rentre dans la tente, parce qu'il en a trois, c'est le plus jeune, voit son père tout nu, ça le fait beaucoup rire, il sort de la tente, il appelle ses frères en disant venez voir papa, il est tout nu, vraiment. Et les deux frères, qui sont beaucoup plus convenables, entrent à reculons dans la tente avec une couverture, recouvrent le père d'une couverture en attendant que le lendemain matin, il se réveille de son ivresse. Quand Noé apprend ceci, il se fâche contre son troisième fils et il le maudit dans sa descendance. Point. Ça s'arrête là. Or, cette histoire réapparaît au XVIe siècle en particulier, avec les exégètes chrétiens, et avec le début de l'esclavage. C'est pour ça que je vous raconte cette anecdote, et enfin les débuts du développement de l'esclavage atlantique. Et à ce moment-là, on dit, bon, comment elle était la descendance de Cham? Eh bien, elle est devenue noire. Donc, c'est la malédiction de Cham, c'est d'avoir donné naissance à un peuple, au peuple noir. Cette histoire, qui était utilisée pour montrer que les Noirs, finalement, ils ne valaient rien d'autre que d'être esclaves, ça se développait à ce moment-là, est reprise très fortement par l'Église catholique, enfin certaines branches de l'Église catholique au début du XIXe siècle, et c'était là encore la justification du traitement de l'infériorité des Noirs. En 1960 encore, dans des petits dictionnaires Larousse, à malédiction de Cham, il y avait l'explication, j'ai regardé tous les dictionnaires pour savoir l'explication, la malédiction de Cham désignait, d'après la Bible, la genèse de la race noire. C'est une invention, ça veut dire que celui qui a rédigé le dictionnaire, il n'a pas vérifié la Bible. Et par conséquent, c'est quelque chose qui fait partie des croyances encore maintenant, alors que c'est tout à fait inventé au cours des siècles. Alors, j'en viens à au rôle essentiel de la traite des esclaves dans la genèse, la naissance de ce racisme anti-noir, et ce fait qui est une invention de la traite atlantique, donc qui va apparaître à partir essentiellement de la fin du XVe et surtout à partir du XVIe siècle, que seuls les Noirs peuvent être esclaves pour les Occidentaux, c'est-à-dire pour les Européens et
ceux qui vont aux Amériques, les planteurs européens qui vont aux Amériques, que seuls les Noirs peuvent être esclaves et que finalement, un Noir ne mérite rien d'autre que d'être esclave. Que par conséquent, il y a une identification entre la couleur et l'esclave. Alors ceci a commencé avant les chrétiens, ça a commencé effectivement avec des débuts de la traite, c'est-à-dire du commerce des esclaves vers l'Afrique subsaharienne, en particulier effectué par des Arabes du sud de la Libye qui auraient au 7e siècle imposé aux Nubiens, c'est-à-dire aux gens qui étaient au sud de leur pays, aux Nubiens noirs, un tribut de 360 esclaves par an pour approvisionner leur provision d'esclaves. Et c'est la première trace écrite que l'on ait de cette traite des Noirs du côté arabe musulman. En fait, c'est un chroniqueur du IXe siècle qui le raconte sur un événement qui serait passé au 7e siècle. C'est très instructif, ça ne veut pas dire que ça s'est passé exactement comme ça, évidemment, 2 siècles avant, mais en tous les cas, c'est la première source, la première trace que l'on ait de cette mise en esclavage de Noirs et l'apparition de l'importance des Noirs dans l'esclavage. Mais au XVIe siècle, vous avez encore beaucoup d'esclaves du côté atlantique, en particulier avant la découverte, alors disons, jusqu'à la fin du XVe siècle. Les Portugais arrivent au nord de l'Afrique, à Ceuta, en 1415. Tout le long du XVe siècle, ils longent les côtes d'Afrique jusqu'au cap de Bonne-Espérance, qu'ils vont doubler en 1498. L'Amérique, pendant ce temps-là, commence à être découverte, en particulier par Christophe Colomb, en 1492. C'est-à-dire que de 1405 à 1492, les Européens ne connaissaient pas l'Amérique. Mais les Portugais connaissaient l'Afrique. Et ce qu'ils allaient chercher en Afrique, ça n'était pas à l'origine nécessairement des esclaves. Ils pouvaient s'en procurer ailleurs, et en particulier arrivant de l'Europe de l'Est. Ce qu'allaient chercher les Portugais, c'est l'or, parce que l'Amérique n'existait pas, les mines américaines n'étaient pas connues, les mines de Johannesburg en Afrique du Sud ne seront découvertes qu'en 1886, et donc les 2 tiers, sinon les 3 quarts de l'or du monde étaient fournis à l'époque par l'Afrique de l'Ouest subsaharienne et l'Afrique australe du côté de Zimbabwe pour l'océan Indien. L'or de l'Occident, c'est de l'or qui vient d'Afrique de l'Ouest. L'or d'Orient, c'est de l'or qui vient d'Afrique orientale et australe. Ce que cherchent les Portugais quand ils lancent leurs expéditions, c'est les sources de l'or. Et ces sources de l'or, ils savaient depuis longtemps qu'elles étaient au sud du Sahara, de façon très vague, parce que Hérodote, au 5e siècle avant Jésus-Christ, expliquait déjà que quelque part au-delà des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire au-delà du détroit de Gibraltar, il y avait un commerce entre le sel du désert et l'or qui arrivait du sud. Et donc, il fallait trouver ces sources d'or. Les Portugais ont besoin de cet or pour financer leurs expéditions, pour continuer leurs découvertes. Et d'une certaine façon, on peut dire que c'est l'or africain qui a servi à ce qu'on appelle les grandes découvertes, qui a financé les grandes découvertes, puisque c'est ce qu'ils vont chercher. Accessoirement, je dirais, dans cette première période, ils font d'autres trafics tout le long de la côte africaine. Ils transfèrent des marchandises d'un point à un autre, ils transfèrent aussi des esclaves, et ils vont acheter des esclaves qu'ils vont apporter non pas en Amérique, parce que l'Amérique n'existe pas encore pour les Occidentaux, mais au Portugal. On estime qu'au XVe siècle, tout au long du XVe siècle, 150 000 esclaves ont été importés au Portugal et revendus par les Portugais aux Espagnols, où ils étaient utilisés dans les mines en particulier, aux Italiens, aux Français du Sud, et où ils étaient utilisés par exemple pour ramer dans les galères méditerranéennes. Bref, il y a tout un trafic d'esclaves, 150 000 au XVe siècle, à nouveau probablement 150 000 au XVIe siècle, et l'on sait que Christophe Colomb,
la première fois qu'il arrive dans les Antilles, dans les Caraïbes, est arrivé avec des esclaves noirs. Ces esclaves ne venaient pas d'Afrique, il n'avait pas encore découvert l'Afrique, ces esclaves venaient du Portugal et de l'Espagne. Donc c'est à ce moment-là que les choses se mettent en route avec des partenaires locaux, évidemment, des chefs côtiers qui s'insèrent, chefs côtiers africains, qui s'insèrent dans le commerce le plus profitable de l'époque et qui vont faire la guerre vers l'intérieur avec des armes importées par les Occidentaux pour pouvoir vendre des esclaves dans le monde atlantique. Alors ça, c'est la première période. Disons essentiellement 16e et début du XVIIe siècle. Les choses vont changer de dimension au milieu du XVIIe siècle avec l'introduction dans le monde occidental des plantations de canne à sucre. La canne à sucre vient d'Asie, elle s'installe avec des grandes plantations en Égypte. D'Égypte, elle traverse la Méditerranée et finalement les Portugais découvrent que la canne à sucre réussit très bien dans un climat tropical humide de forêt au fond du golfe de Guinée. Alors il faut que j'utilise quand même la carte, les cartes qui sont là. Je vais... oui. Voilà, alors São Tomé, c'est à peu près ici. Il y a une île qui était déserte avant l'arrivée des Portugais. C'est là que les Portugais vont mettre en pratique, vont créer les premières plantations de canne à sucre. La canne à sucre exige énormément de main-d'œuvre, beaucoup de travail, et la canne à sucre donc réussit à São Tomé. Et à partir de São Tomé, lorsque les Portugais en 1500 vont découvrir le Brésil, de l'autre côté, ils vont apporter avec eux la canne à sucre et au bout d'un certain temps, ils vont essayer de travailler avec des Indiens, mais les Indiens meurent comme des mouches parce qu'ils ne supportent pas et ils découvrent que compte tenu de climats relativement comparables, ce sont les Africains qui résistent le mieux. Ça veut dire qu'au bout de 5 ou 6 ans, la main-d'œuvre mourait. La mortalité était extrêmement élevée, ce qui fait que la traite des esclaves atlantiques était très profitable pour les négriers, parce qu'il fallait constamment réalimenter le marché, comme la main-d'œuvre diminuait assez vite dans les Caraïbes et sur les plantations. Donc c'est avec l'extension massive des plantations américaines de canne à sucre que les choses vont changer de main, parce qu'à ce moment-là, les grandes puissances maritimes, ce ne sont plus les Portugais du XVIe, les Hollandais du début du XVIIe siècle, ce sont les Britanniques et les Français. La grande période de la traite négrière atlantique, la plus grande période de la moitié des esclaves ont été traités, c'est-à-dire commercialisés, achetés et vendus au XVIIIe siècle par les Britanniques et par les Français. Et c'est à ce moment-là que se met en place ce système qu'on a appelé le système triangulaire, dont vous avez tous entendu parler, qui est en réalité le système de l'Atlantique Nord seulement. Le système triangulaire, c'est les bateaux quittent les ports français de Lorient, de Bordeaux, de La Rochelle, avec de la marchandise. On dit on l'appelait du temps de cette histoire en Occident de la pacotille, comme si c'était uniquement des produits de bon marché et de mauvaise qualité. Pas du tout nécessairement, parce que les grands négociants africains qui étaient sur la côte étaient des partenaires qui savaient se défendre sur le plan du marché. Ils avaient des goûts, ils exigeaient certains modèles, et par conséquent, cette pacotille, en réalité, elle était très variée. Il y avait des fusils, bien entendu, il y avait beaucoup de tissus, beaucoup de pagnes, il y avait de l'alcool, etc., qui permettaient d'acheter des esclaves sur la côte. Ces esclaves étaient envoyés en Amérique et les bateaux revenaient en Europe avec la mélasse qui alimenterait l'industrie du sucre, principalement en Angleterre.
Ça, c'est l'Atlantique Nord. 17e, enfin, disons, la grande phase, c'est 1750-1850, 1750-1830, disons, à peu près la moitié des esclaves sont traités de cette façon. Ce qu'on oublie souvent, en France en tous les cas, en Suisse je ne sais pas, mais ce qu'on a oublié en France parce qu'on on étudiait peu les Portugais et les sources portugaises, c'est que l'Atlantique Sud a un autre système. L'Atlantique Sud pratique, les Portugais dans l'Atlantique Sud pratiquent ce qu'on appelle la traite en droiture, c'est-à-dire directement de la côte congolaise d'un côté dans toute cette zone-là, de la côte congolaise, vers le Brésil. Et ceci est très important avant 1750 et devient à nouveau très important après 1820-1830. Pourquoi ? Parce qu'en 1820-1830, théoriquement, le commerce des esclaves est interdit dans l'Atlantique. Les Britanniques ont interdit la traite en 1807 et ils ont voulu l'imposer en 1815 au Congrès de Vienne à la fin des guerres napoléoniennes. Toutes les puissances sont réunies. Les Anglais veulent surtout affaiblir la puissance française. Il faut penser qu'on est à la fin de 15 ans de guerre napoléonienne et que les Britanniques ont très peur d'un retour de Napoléon, qui d'ailleurs va essayer de revenir. Donc il faut absolument affaiblir l'économie française. Or, l'économie française, qui était un peu en retard sur l'économie britannique, qui commençait largement sa révolution industrielle, elle reposait essentiellement sur la traite négrière atlantique. Donc, interdire la traite pour les Britanniques, c'était fondamentalement gêner l'économie française. En 1815, on enseigne en général que la traite des esclaves atlantiques a été interdite. Non, il faut relire le traité du Congrès de Vienne. Le traité les Britanniques n'ont pas réussi à l'imposer parce que les autres puissances européennes reposaient toujours beaucoup sur cette traite des esclaves. Et les Britanniques obtiennent un texte qui dit que les grandes puissances s'engagent à supprimer la traite dans un délai rapproché. Les Français obtiennent en 1815 3 ans de délai, qui vont négocier pour être 6 ans de délai. Les recherches dans les archives montrent que officiellement les 2 rois qui vont succéder jusqu'en 1830 font des ordonnances pour interdire la traite, mais que par-dessous, il y a des informations vers les grands ports de traite disant, bon, soyez tolérants, ne regardez pas trop, laissez passer. Donc, il y a des dissensions franco-britanniques extrêmement importantes dans les années 1820 à cause de cette contrebande efficace du côté français. La loi interdisant en France la traite des esclaves est une loi de 1831. Il faut attendre l'avènement de Louis-Philippe, la révolution de 1830. L'avènement de Louis-Philippe, dès 1831, la loi d'interdiction, c'est une loi cette fois-ci, c'est pas simplement une ordonnance, interdit la traite atlantique. C'est efficace parce que le dernier navire de traite qui quitte la ville de Nantes, qui était un grand port négrier, le quitte en 1833. Donc à ce moment-là, effectivement, la traite, disons, occidentale, britannique et française s'est arrêtée. Seulement, la traite, c'est le commerce. Or, les commerces cherchent des marchés. Or, les marchés des esclaves existent toujours, parce que l'esclavage, lui, n'est pas supprimé dans les colonies. L'esclavage est supprimé en 1835 dans ces colonies par la Grande-Bretagne. En 1848, par la Révolution, la Deuxième République, la Révolution française. Mais l'esclavage ne sera supprimé qu'en 1880 dans l'île de Cuba, qui est devenue une grande productrice du sucre, et en 1888 au Brésil. Or, les Britanniques, qui interdisent la traite pour eux-mêmes et pour les Français, sont toujours alliés des Portugais. Et les Britanniques font un accord avec les Portugais, puis ensuite avec le Brésil. Parce que le Brésil devient indépendant
D'abord, le roi du Portugal a émigré au Brésil en 1808 à cause des guerres napoléoniennes, Napoléon ayant occupé la péninsule ibérique. Et ensuite, l'indépendance du Brésil intervient en 1820-1822. Donc la traite, à partir de ce moment-là, est aux mains des Brésiliens, d'origine portugaise, bien entendu, et elle concerne essentiellement ce pourquoi les Britanniques accordent la tolérance, c'est-à-dire le commerce de traite au sud de l'équateur. Or, l'équateur, il passe à peu près ici. Donc, au sud de l'équateur, c'est très simple. D'un côté, vous avez le Brésil, et de l'autre côté, vous avez l'Angola et le Mozambique. C'est-à-dire que la traite continue à être pratiquée jusqu'à ce que le Brésil, à son tour, l'interdise, c'est-à-dire en 1850. Ce qui explique que 45% des esclaves ont été traités par la traite en droiture, 55% par le commerce triangulaire, mais pas aux mêmes périodes. Et ceci a été possible par les recherches des 20 dernières années, extrêmement précises des historiens, qui sont arrivés à un résultat très probant, il est temps de vous donner les chiffres, sur la traite atlantique des esclaves. Combien d'esclaves ? La traite atlantique, c'est la seule que l'on puisse chiffrer à peu près exactement. À peu près exactement à 1 million près, parce qu'il y a eu tellement d'esclaves qu'on n'est hélas pas à 1 million près. Mais enfin, disons, on est arrivé à des chiffres très probants. On ne sait pas, on a simplement des présomptions sur la quantité traitée par les arabo-musulmans d'un côté et dans l'océan Indien de l'autre, parce que des études analogues n'ont pas encore été faites, ou si elles sont faites en ce moment, on n'en connaît pas encore les résultats dans les langues occidentales. Alors, il y a eu 3 systèmes, 3 équipes qui ont travaillé différemment et qui sont arrivées au même résultat. C'est pourquoi on est sûr du chiffre. À peu près sûr du chiffre. La première équipe a essayé de compter tous les esclaves arrivés dans tous les ports américains. Comme la traite était légale, c'est pas très difficile de dépouiller toutes les archives des ports qui comptaient les esclaves, etc. La deuxième méthode a consisté à faire le même travail, mais au départ des ports de traite africains. Et la troisième équipe a eu comme idée d'évaluer le nombre de bateaux de traite qui ont circulé entre l'Afrique et l'Amérique entre le XVIe et la fin du XIXe siècle. Et les 3 tentatives arrivent à peu près au même chiffre, c'est-à-dire 12 millions environ. Alors, quelquefois, il y en a qui veulent diminuer un peu, ils disent qu'il y en avait que 9 ou 10, il y en a qui veulent augmenter, ils disent qu'il y en avait plutôt 13 que 12. Disons, ça tourne autour de 11 à 12 millions d'esclaves qui sont arrivés en Amérique. Ça ne signifie absolument pas que le nombre de morts pour faire ces esclaves a pu être le double, voire le triple. Quelquefois, on a dit 5 fois plus, on n'en sait rien. Généralement, les spécialistes disent si font l'hypothèse que pour un esclave arrivé en Amérique, il y a eu un mort en Afrique. Donc, au lieu de 12, ça pourrait être 25 millions. Mais vous voyez, on est quand même assez hésitant sur cette question. En tous les cas, le résultat, c'est qu'au XVIIIe siècle, et c'est pourquoi j'ai mis cette carte qui est malheureusement peu lisible, parce que les traits sont trop faibles. C'est une carte qui sera retravaillée et qui sera dans le catalogue de l'exposition du musée du Quai Branly dont je vous parlais tout à l'heure, qui montre période par période, mais là on ne peut pas le voir sur la carte, c'est trop menu parce qu'il y a des couleurs différentes pour les traites d'Afrique dans l'Antiquité, les traites avant le XVIe siècle et puis les traites XVIIIe, XIXe siècle. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein de flèches, il y en a plein partout. Ça va jusqu'en Inde, ça va jusqu'en Chine, ça va jusqu'en Indonésie. Et on a des sources qui montrent qu'au Xe siècle, il y avait des esclaves noirs en Chine. Bon, il n'y en avait pas beaucoup, enfin il y en avait. C'est-à-dire que l'Afrique a été véritablement, et ce avant
la déportation massive atlantique le cœur d'une déportation d'esclaves dans l'ensemble du reste du monde. Ce qui fait que, entre parenthèses, si on devient des purs économistes sans cœur, mais ça a quand même son importance comme constat, pour produire la canne à sucre, essentiellement, pour produire les plantations, il faut de la main-d'œuvre. Qui a fourni la main-d'œuvre? C'est l'Afrique. Donc s'il n'y avait pas eu les esclaves africains, il n'y aurait pas eu de canne à sucre. Et s'il n'y avait pas eu de canne à sucre, il n'y aurait pas eu le mercantilisme occidental. Par conséquent, le phénomène esclavagiste atlantique a joué un rôle fondamental, pas le seul rôle, bien entendu. Il y a eu des tas de facteurs qui expliquent le démarrage du capitalisme occidental, mais le phénomène esclavagiste fait partie, comme les autres facteurs, de ce développement du capitalisme occidental. Et c'est une surprise des historiens de constater qu'on l'a toujours oublié. Jusqu'à il y a on l'a oublié parce que c'était trop dur de penser qu'on était les descendants d'esclavagistes et que par conséquent il fallait oublier tout ça. En tous les cas en France ça a été très clair, ça n'était pas enseigné ou très peu enseigné dans les établissements primaires et secondaires, en tous les cas dans les au niveau du primaire, c'était pas enseigné du tout officiellement dans les programmes, jusqu'en 2001, avec la fameuse loi Taubira, qui, dans son article 1, dit que l'esclavage est un crime contre l'humanité, mais dans son article 2, il faut que je me surveille, parce que là, ça avance, dans son article 2, dit, et c'est parce que c'est un crime contre l'humanité qu'il est indispensable que l'esclavage et la traite soient enseignés dans les écoles. Il y a eu beaucoup de réticences au niveau des transmission de pouvoir, je passe, et finalement, à cause des enseignants qui se sont battus pour faire appliquer cet article de la loi Taubira, l'esclavage et la traite sont introduits dans les programmes de l'école élémentaire en 2007, ce qui a permis, entre parenthèses, au président Sarkozy de dire « c'est moi qui ai introduit l'enseignement de l'esclavage ». C'est pas vrai, c'est la loi Taubira. Et la lutte des enseignants pour faire appliquer la loi Taubira qui a donné les programmes finalement en 2007. Alors, revenons aux conséquences de cette traite importante, c'est ce point sur ce que j'appellerais la construction du racisme scientifique, qui commence paradoxalement au siècle des Lumières, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle en France, et qui va se développer très fort au XIXe siècle. Alors ça commence avec... Le XVIIIe siècle, comme vous le savez, était un siècle des Lumières, de philosophes. Les philosophes étaient très hostiles à l'esclavage, complètement anti-esclavagistes. Ils n'étaient pas hostiles à l'idée que les Noirs étaient quand même pas aussi intelligents que les Blancs, parce que c'était des philosophes très intelligents et que, bon, ils ne voyaient pas qu'un Africain puisse devenir un philosophe intelligent. Donc, ces philosophes du siècle des Lumières sont fondamentalement anti-esclavagistes, mais pas fondamentalement, disons, non racistes au sens moderne du terme. Et alors ça commence à apparaître en Occident avec un scientifique qui s'appelle Linné, qui est, j'oublie toujours sa nationalité, qui est scandinave. Il ne faudrait pas que je dise de bêtises. Enfin, bref, Linné, vers 1850, propose l'idée qui est une idée très révolutionnaire à l'époque pour l'Occident, l'idée qu'il n'y a pas à l'origine une race, mais plusieurs. Alors, on est dans un milieu chrétien, donc à l'origine, il y a Adam et Ève.
Donc c'est impossible d'imaginer qu'il y a différentes races au démarrage, puisqu'il y a Adam et Ève. Linné, lui, il imagine très bien, il ne le dit pas comme ça, évidemment, parce que ce n'est pas encore possible de le dire au XVIIIe siècle, mais il avance l'idée qu'il y a des catégories différentes, et il en distingue 5 avec des caractéristiques tout à fait différentes. Alors les blancs ont telle qualité, les noirs ont telle qualité, les rouges ont telle qualité, etc. Et celui qui va enchaîner, et qui est moins raciste, je dirais, que Linné, c'est Buffon. Buffon était français, c'était un naturaliste, et il lance l'idée aussi de plusieurs races, et en particulier de 3 races principales. La blanche, en haut de l'échelle, la noire tout en bas, puis la jaune intermédiaire, avec des nuances. Et ceci, donc, c'est une invention de la fin du XVIIIe siècle, scientifique. Ce sont des naturalistes, ce sont des scientifiques qui le proposent. Ça n'est pas des. Alors pourquoi est-ce que ça commence à se manifester à la fin du XVIIIe siècle? C'est parce que précisément la fin du XVIIIe siècle est très anti-esclavagiste. Donc les Noirs sont des hommes comme les autres, des hommes et des femmes comme les autres, puisqu'ils n'ont pas à être esclaves par nature, puisqu'on interdit l'esclavage. Alors comment on va reconnaître qu'ils sont quand même moins bien que les autres? On invente la race. Et oui, je simplifie bien entendu, mais c'est un petit peu ça. La notion des races différentes se développe avec la lutte et la suppression de l'esclavage proprement dit. C'est pourquoi ça va beaucoup se développer au XIXe siècle. Et le théoricien des races, sur le plan idéologique, et c'est un homme qui est très connu et qui était particulièrement antisémite, mais aussi anti-noir, Gobineau, dit le comte de Gobineau. Il paraît qu'il n'était pas comte. En tous les cas, Gobineau, dans les années 1850, publie un ouvrage où il dit le plus grand mal des Juifs et des Noirs. Alors on parle toujours de lui en disant qu'il a créé vraiment l'antisémitisme, mais il a écrit des choses aussi épouvantables sur les Noirs. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, ceci va devenir de plus en plus codifié par les scientifiques. Et c'est la grande époque de l'ethnographie, disons l'anthropologie ethnographique, de mesurer, de classifier les différentes races et les différents types humains qui relèvent de différentes races. Et ça prend des proportions quelquefois tout à fait extravagantes. Alors je vous donne l'exemple d'un naturaliste de la fin du XIXe siècle, c'est une histoire tout à fait authentique. Broca. Broca était très raciste. C'était un grand médecin. Et Broca voulait trouver pourquoi les Noirs étaient inférieurs aux Blancs dans cette classification des races. Alors, il a une hypothèse tout à fait surprenante, mais enfin, à cette époque-là, on mesurait les crânes, on mesurait les os, on mesurait tout pour savoir. Alors, il a une théorie disant que le rapport entre l'humérus et le radius, alors je ne sais jamais dans quel sens ça va, son rapport. Si c'est l'humérus qui est plus grand ou le radius c'est plus petit, mais ça n'a pas d'importance. Que le rapport est particulièrement, quand ce rapport est très important, c'est qu'on est très intelligent, c'est blanc. Et quand ce rapport entre la longueur du radius et la longueur de l'humérus est inférieur, ça veut dire qu'on est bête et qu'on est noir. Il veut tester son hypothèse, il reprend les mensurations qui ont été faites en 1815, c'est-à-dire pratiquement un siècle avant, 3/4 de siècle avant, par un autre savant, Cuvier, sur celle qu'on a appelée la Vénus hottentote, c'est-à-dire cette sud-africaine qui a été importée en Europe et qui est morte finalement en 1815, qui est très soigneusement étudiée comme un spécimen racial exceptionnel, et donc mesuré de son vivant et à nouveau après sa mort autopsié et disséqué par Cuvier. Et donc Broca, dans les années 1880, va rechercher toutes ces mesures. Patatras. Eh bien, selon son hypothèse, la Vénus hottentote était plus intelligente que le plus intelligent des Blancs. Donc vous voyez à
à quelle sottise on était arrivé dans une idéologie occidentale qui est à ce moment-là complètement racialiste. Alors je préfère utiliser pour la fin du XIXe siècle le terme racialiste plutôt que raciste, parce que c'était une conviction de l'époque, une conviction scientifique. C'était supposé démontré par les savants. Donc c'était une vérité scientifique. C'est ça qu'ils sont essayés de faire à la fin du XIXe siècle. Démontrer que c'était vrai. Donc c'est totalement absurde, c'est racialiste, mais on n'a pas encore démontré que c'était faux. On va démontrer que c'est faux dans les années 1920 avec la découverte de la génétique. Et la découverte de la génétique dans les années 1920 démontre que l'espèce humaine est unique, que cette idée des races est fausse, que ça n'existe pas. Et que ça veut dire que n'importe quel humain peut se croiser mâle, peut se croiser avec n'importe quel humain femelle, si je puis dire, et donner des enfants. C'est ça, la reproduction de l'espèce définit l'espèce. Donc l'espèce humaine est une et les races n'existent pas. C'est à ce moment-là que le racialisme va devenir racisme. Parce que le racialisme, on croit l'avoir démontré, mais à partir du moment où la science a fait des progrès et a démontré que c'était faux, mais que les gens continuent à penser que c'est vrai, que ça existe, alors qu'on leur a démontré que c'était faux, ça c'est du racisme. Et le racisme, c'est la caractéristique, une des caractéristiques fondamentales de la première moitié du XXe siècle. L'extrême, évidemment, était le nazisme, mais vous avez toutes les formes de racisme. Et quand on regarde la littérature de cette époque jusqu'au temps des indépendances africaines, on est frappé par l'étonnant naturel du racisme exprimé dans tous les textes, même les plus anodins. Il y a par exemple... vous êtes trop jeune pour avoir été élevé avec les Babar, mais les Babar, c'était le roi Babar. L'éléphant Babar, c'était vraiment le héros des enfants de 2-3 ans. Les mamans, moi j'ai lu l'histoire du roi Babar, et dans le voyage de Babar, le voyage de noces de Babar, vous avez une double page où le roi Babar et la reine Céleste tombent sur une île qu'ils croient déserte, parce qu'ils étaient dans un ballon qui a crevé, donc ils tombent sur l'île. Babar va chercher du secours, et pendant qu'il cherche du secours, des noirs, de féroces noirs cannibales, c'est le texte, arrivent pour mettre Céleste dans une grande marmite pour la faire bouillir et la manger. Bon, ça n'a l'air de rien comme ça. Mais on a nourri les enfants à partir de l'âge de 2-3 ans avec des idées fausses. Alors les exemples sont multiples. Toute la littérature, même la littérature de bonne volonté, est raciste sans s'en rendre compte pour ce genre de choses. Et par conséquent, ce racisme du XXe siècle a profondément imprégné les consciences occidentales. Alors je vous parle de la France parce que c'est là, dans les sources françaises que je travaillais, mais c'est pareil en Grande-Bretagne, c'est pareil probablement en Suisse, etc. C'est-à-dire qu'on est là devant 3 siècles au moins, sinon 4 siècles de dépréciation du noir, et ça ne part pas, même si on a démontré que ça n'existe pas. Alors il y a d'autres racismes que le racisme anti-noir, mais ce racisme anti-noir colle à la peau des Blancs, si je puis dire, parce qu'il faut se dégager de cet héritage qui est un héritage de l'esclavage, avant d'être un héritage colonial. Alors je n'ai pas le temps de parler de l'héritage colonial, mais à ce moment-là, on ne parle plus d'esclaves, mais on parle d'indigènes, avec un code de l'indigénat, de sujets qui sont donc inférieurs aux Blancs. Ça, et ça a concerné tous les colonisés, et en particulier les Africains subsahariens, particulièrement parce que le code de l'indigénat était supprimé dans presque toutes les colonies, sauf en Afrique subsaharienne, où il n'est supprimé qu'en 1946. C'est-à-dire que c'est les derniers. Le code de l'indigénat avait été inventé en 1874 en Algérie, mais il est vivace encore jusqu'en
jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, de 1946, en Afrique dite noire, l'Afrique subsaharienne. À ce moment-là, il va y avoir, malgré tout, un retournement d'un certain nombre de gens, de pensées, et ce retournement du XXe siècle, il est dû à l'arrivée massive d'Africains subsahariens sur le continent européen. D'abord la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, les Français ont recruté près de 200 000 Africains subsahariens, autant d'Africains du Maghreb et un peu moins de l'Indochine. Ils servent beaucoup de chair à canon, ils sont encensés parce que ce sont de braves tirailleurs, et l'exemple typique, c'est la fiche que vous connaissez bien, qui existe toujours, sur Yabon Banania. Yabon Banania, c'est le tirailleur héroïque de la Première Guerre mondiale. C'est un pharmacien qui invente cette image, qui aura beaucoup de formes différentes, et qui existe toujours, qui a été interrompue d'ailleurs au moment de l'indépendance. Dans les années 1960-1970, il n'y a plus Yabon Banania, mais ça réapparaît après. Et ça date de 1915, c'est la Première Guerre mondiale, le bon tirailleur. Deuxième Guerre mondiale, à nouveau, l'utilisation de beaucoup de soldats colonisés. Et alors, ce qu'on a un peu effacé de l'histoire pour des raisons, disons, de reconstitution de l'unité nationale française en 1945, c'est que la France libre ne pouvait plus s'exprimer, sauf par la résistance, sur le sol européen. Donc la capitale de la France libre, pour De Gaulle, c'est Brazzaville. Brazzaville est allé tous les ans, de 1940 à 1944, De Gaulle est allé à Brazzaville de 1940 à 1944. 1940, 1943, 1944, il prononce de grands discours. Brazzaville, capitale de la France libre. Et effectivement, l'Afrique équatoriale française s'est ralliée, la première grâce à le gouverneur du Tchad, Félix Éboué, qui était guyanais, je crois, en tous les cas des Antilles, ou de Guyane, qui était gouverneur du Tchad et que De Gaulle fait gouverneur général de l'Afrique équatoriale française. Leclerc va en Afrique équatoriale française, il lève des troupes et il va remonter à travers le Sahara jusque ces troupes vont partir soit vers la Méditerranée, soit vers l'Italie, soit vers le sud de la France. Et lorsque les troupes débarquent en Provence, plus de la moitié des soldats français sont décolonisés. Et alors, soit d'Afrique du Nord, soit d'Afrique noire. Mais beaucoup, donc les Français de France qui se sont ralliés à De Gaulle, il y en a eu un certain nombre bien entendu, mais la levée des armées, elle s'est faite en Afrique tout le long du trajet de Brazzaville jusqu'à la Méditerranée. Et donc, plus de la moitié de l'armée de la France libre est de couleur ou colonisée, ce qui a été dissimulé pour des raisons différentes, variées, dont le racisme n'est pas étranger. Alors le racisme, c'est les Américains qui ont dit qu'il fallait blanchir l'armée parce qu'eux, ils avaient la ségrégation raciale qui a duré jusqu'en 1963 et par conséquent, ils ne voulaient pas que les soldats noirs, on les voit dans l'armée de libération. Mais les Français ont tout à fait marché dans l'opération parce que, d'une part, y compris Leclerc, qui est un grand héros, quand on voit ses archives d'Afrique équatoriale, il a une piètre idée des soldats noirs. Il est obligé de recruter des soldats noirs parce qu'il n'y a pas de blancs, mais enfin, il est bien embêté. Donc, de les écarter un petit peu, finalement, dans l'ambiance du temps, qui était une ambiance, je dirais, en Occident, naturellement raciste, c'est très difficile à imaginer aujourd'hui, mais pratiquement tout le monde trouvait ça normal, du côté blanc, bien entendu, du côté européen. Et par conséquent, il est très difficile de trouver une image de l'armée
de la France libre, où vous avez des Noirs dedans, parce qu'ils ont été évacués, en particulier évacués des documentaires. Ceci dit, il y a un moment très important, et je vais finir là-dessus, pour mes 5 dernières minutes. Il y a un moment très important, néanmoins, en 1946. En France, vous avez eu la France libre, dont je viens de parler, et puis Vichy, Pétain, et que tout opposait, évidemment. Tout sauf une chose, l'Empire. Pour Pétain, le protocole d'armistice de 1940, qu'il a imposé, disait que le gouvernement français, c'est-à-dire Pétain, gardait le contrôle des colonies. En fait, ça n'a pas été vrai, parce que le contrôle des colonies, ça consistait à faire venir des colonies, des produits pour les repasser aux Allemands, aux nazis. Mais enfin, officiellement, c'était la France qui dominait les colonies, alors que la France était occupée, était soumise à l'Allemagne. Donc, l'Empire, c'était très important pour les pétainistes. Et donc, il y a eu des trains de l'Empire, des voyages, des publicités sur l'Empire. Enfin, la publicité coloniale pendant la Deuxième Guerre mondiale sous Vichy a été extrêmement importante. Côté de Gaulle, c'était fondamental, puisqu'il devait montrer face en particulier à Roosevelt, et aussi à Churchill, qu'il était le chef de la France. Et la France, la capitale de la France, c'était Brazzaville. Et par conséquent, il y a une espèce d'union sacrée qui va être utilisée sur le plan politique pour refaire l'union des Français en 1946, en remplaçant l'Empire par l'Union française. L'Union française avec comme idée tous les habitants de l'Union française, les Français de métropole et ceux des colonies, c'est-à-dire les ex-indigènes, qu'on supprime à cette occasion, justement en 1946, sont citoyens français. Tous. Alors la première constituante en 1946 disait tout le monde est citoyen français. La première constituante n'a pas été acceptée et donc il a fallu revoter quelques mois après. La deuxième constituante, les députés s'étaient rendus compte que si tout le monde votait dans tous les empires, eh bien, le Parlement français, les Français de France, de l'Hexagone, seraient une minorité, évidemment, par rapport à l'ampleur de l'Empire. Donc on a distingué les citoyens français et les citoyens de l'Union française. Et les citoyens de l'Union française, ils avaient la nationalité française, parce qu'il y a une loi votée au Parlement français par Lamine Gueye au début de 1946 qui dit que tous les membres de l'Union française ont la nationalité française. Donc tout le monde a la nationalité française, mais il y en a qui ont la nationalité française, vrai, et puis il y en a qui ont la nationalité impériale. Alors ils ont la nationalité, mais ils n'ont pas les droits civils, parce qu'il y a beaucoup de musulmans, donc ils sont polygames, donc c'est pas reconnu par la loi française, et ils n'ont pas les droits politiques parce qu'ils n'ont pas les mêmes droits de vote, ils ont quelques droits de vote, mais pas les mêmes droits de vote que les Français de France. C'est-à-dire qu'on fait une distinction entre être national, avoir la nationalité, c'est tout à fait différent d'aujourd'hui. Là, c'était tout à fait normal que tout le monde, que tous les gens de l'Empire aient la nationalité française. Mais ils ne sont pas citoyens. Ils ont la nationalité, mais ils n'ont pas la citoyenneté. Alors c'est assez intéressant en histoire de voir à quel point les choses peuvent s'inverser, parce que pendant la Révolution française, c'était exactement le contraire. En 1789, étaient citoyens tous ceux qui étaient pour la Révolution. Et être citoyen, c'était avoir les droits civils, politiques, voter, etc., qu'on soit britannique, d'origine allemande, n'importe comment, on était citoyen parce qu'on était fidèle à la Révolution. Et la nationalité n'avait pas d'importance. Donc on a inversé en 1946. On peut être national, mais on n'est pas vraiment citoyen. Ça a eu quand même une importance, et ça arrive pour la liaison et ma conclusion de cette conférence un peu longue, ça a une conséquence très importante sur le plan des migrations. J'arrive donc aux migrations. C'est que la liberté de circulation, au moins,
Il n'y a pas la liberté de vote, il n'y a pas la liberté politique, mais la liberté de circulation est intégrale à l'intérieur de l'Union française. C'est-à-dire que tout colonisé peut venir en France, peut circuler, peut retourner chez lui sans aucun papier autre que la carte d'identité de nationalité française. Vous voyez la différence avec aujourd'hui. Ça a été très important parce que la France est complètement détruite, qu'il faut la reconstruire, qu'il y a énormément de travaux qui sont faits et qu'on entre dans une période de croissance économique très importante connue sous le nom des 30 Glorieuses, c'est-à-dire de 1946 à 1900, aux crises pétrolières des années 70-80. Et pendant cette période, la France a besoin d'énormément de bras, de travailleurs. Et les travailleurs qu'il est le plus facile de faire venir, ce sont les colonisés. Parce qu'ils veulent venir et parce qu'on en a besoin. Ils viennent avec leur famille. Tandis qu'un Portugais, à l'époque, il a besoin d'avoir une autorisation spéciale pour venir en France travailler. Un Africain n'avait pas besoin. Et ça va durer pratiquement jusqu'en 1970, c'est-à-dire tant que toute la période des 30 Glorieuses, tant qu'on a besoin de beaucoup de travailleurs pour les usines automobiles, pour les mines, pour les chemins de fer, etc., etc. Et la première fermeture, alors ceux qui sont recrutés surtout, ce sont des gens d'Afrique du Nord, marocains, tunisiens, algériens, jusqu'en 1962. Mais en 1962, c'est la fin de la guerre d'Algérie, il y a arrêt d'arrivée des Algériens, et à partir de 1962, bien que l'indépendance en Afrique subsaharienne remonte à 1960, la liberté de circulation demeure jusqu'au début des années 1970. C'est-à-dire que la dernière grande vague migratoire française, et ça c'est très bien étudié par exemple par Gérard Noiriel, qui est un sociologue qui a travaillé sur la question, sociologue historien, la dernière grande migration africaine dure largement jusqu'en 1970-75, jusqu'à la fin des années 70. Et à ce moment-là, il va y avoir restriction et avec la dépression, effectivement, qui commence, on n'a plus besoin de main-d'œuvre et donc on va fermer les frontières, ce qui est quelque chose de tout à fait récent par rapport. Ce qui fait que on parle beaucoup des immigrés, des migrants. Alors bien sûr, il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs milliers. Mais plusieurs milliers, ce n'est pas beaucoup par rapport aux dizaines de milliers qui sont arrivés dans les années 1950. Et ces dizaines de milliers qui sont arrivés dans les années 1950, beaucoup se sont fixés en France, d'autant que dans leur pays, ça n'allait pas bien. Et ce qu'on appelle les migrants en France aujourd'hui, c'est les petits-enfants des migrants. Seulement, ils portent à la 3e génération le stigmate. Bon, ils sont noirs, ça se voit, donc ils sont africains, ils ne sont pas français. Hein. Bien sûr qu'ils sont français, puisqu'ils le sont depuis que leurs grands-parents le sont. Ou bien ils sont nord-africains, maghrébins, alors avec les différents événements récents, c'est aussi très impopulaire. Et l'importance des Français, disons pour généraliser, de couleur, est infiniment plus importante que les migrants qui arrivent aujourd'hui, parce que c'est extrêmement limité en réalité. C'est très faible, d'autant que, alors c'est dramatique, bien entendu, vous avez les bateaux, les pirogues, avec le fameux film Pirogue, vous avez les drames que ça a à faire, mais il faut savoir que les 8/10 des migrations africaines, se passent de pays africains à autres pays africains. Et ça n'est qu'un petit pourcentage des Africains qui migrent vers l'Europe, et de moins en moins, parce que c'est de plus en plus difficile et que les frontières se ferment. Alors je finirai sur un exemple. Du temps où j'étais enseignante, j'avais un séminaire de recherche où il y avait une grande majorité d'étudiants originaires des pays d'Afrique francophones, ou pas nécessairement francophones, noirs. Pour simplifier, disons que mon séminaire, c'était une trentaine d'étudiants noirs avec 2 ou 3 blancs.
Il y a eu les lois Pasqua. Alors les lois Pasqua, c'est sous Chirac, dans les années 1990, qui a mis des conditions draconiennes pour faire entrer les étudiants africains. Et en 2 ans, vraiment en 2 ans, j'ai vu, pour parler un peu bêtement, mon séminaire changer de couleur. Il est devenu blanc, parce que les étudiants africains ne pouvaient plus venir. Alors, toute cette... bien entendu, le drame des migrants existe, et je ne veux pas le minimiser, mais je veux dire la façon dont ce drame est utilisé par les partis politiques et par la peur occidentale, est sans commune mesure avec le nombre de migrants qui arrivent. C'est quelque chose de passé, et ce passé, c'est un héritage colonial. Et avant l'héritage colonial, c'est un héritage de l'esclavage. Donc, connaître cette histoire me paraît, je finirai là-dessus, très important pour comprendre les fondements de ce qui se passe aujourd'hui et qui va être étudié dans le colloque des 2 jours à venir. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cette très brillante synthèse générale et le lien avec le colloque de demain sur l'immigration. Alors là, on se donne jusqu'à 8h20, 20h10, 20h20, disons une vingtaine de minutes pour les questions. Je sais que c'est difficile de poser des questions dans une salle pareille, mais essayez. Je parle à nos anciens étudiants, à nos étudiants. C'est difficile, vous verrez, mais essayez, profitez. Laura va passer un micro. J'en pose peut-être juste une pendant que vous... Parce que juste après, il faut un petit moment de digestion, parce que vous avez quand même dit beaucoup de choses très riches. Alors, j'en ai préparé une, ou je vous écoutais, j'en ai préparé une pendant que vous préparez les suivantes. Donc, vous avez dit que ce discours racialiste puis raciste, il se met en place au 18e, au 19e, et qu'ensuite, il vire au racisme. Quand il est dénoncé scientifiquement, il vire au racisme au 20e. Donc, au fond, le contenu, c'est de dire que les Noirs sont inférieurs, sont ceci, sont cela, toutes sortes d'horreurs, mais nous sommes d'accord, enfin, excusez-moi, j'espère, peut-être nous sommes d'accord, c'est pas la première fois que cela se dit, c'est-à-dire qu'il y a ces très grands géographes arabes du au 10e, 11e, 12e, 13e, ce fameux Ibn Khaldoun, je prononce très mal, Khaldoun, dans la statue gigantesque à Tunis, je crois. Il y a toute cette série de géographes qui ont dit, eux aussi, les pires horreurs, et sans en faire un métadiscours, disons. Mais quand ils décrivent ces sociétés subsahariennes, disent qu'ils ne pensent qu'à la sexualité, qu'ils sont plus bas que les bêtes, enfin des choses horribles. Sur cela, qu'auriez-vous ? Alors, dans les 2 cas, j'ai tendance à relier ça à la mise en esclavage, à la traite des esclaves. La traite des esclaves, comme je vous l'ai dit, elle commence, enfin, elle est connue en tous les cas, mais elle devient possible avec les contacts transsahariens qui se développent beaucoup avec la conquête arabo-musulmane. Elle commence au 7e siècle, elle se développe au 9e et au 10e siècle, et c'est effectivement au 9e et au 10e siècle qu'on voit apparaître les jugements sur les Noirs, qui sont d'ailleurs plutôt plus nuancés que ceux des Européens du 17e, du XVIIIe siècle, dans la mesure où, par exemple, vous avez la description des femmes. Alors, les femmes noires, c'était très important parce qu'elles meublaient les harems, elles étaient très recherchées. On pense que les esclaves africains, c'était surtout des africaines du côté du monde arabo-musulman. Probablement 2 tiers de femmes pour 1 tiers d'hommes, alors que c'était le contraire dans la traite atlantique. Et alors, elles sont catégorisées. Il y a un texte qui dit, celles-ci, les Éthiopiennes, c'est vraiment, elles sont merveilleuses. Les ceux-ci sont là, puis il y en a d'autres. Alors, les anges, ils sentent mauvais. Enfin, vous avez toutes les catégories. Donc, mais c'est vrai, et à mon avis, c'est l'esclavage.
L'esclavage infériorise, à partir du moment où on infériorise, il faut justifier. Enfin, c'est pas voyez comme mathématique. ça, hein, ce cycle. Alors, cette justification, elle apparaît chez les arabo-musulmans beaucoup plus tôt que chez les Européens, parce qu'ils pratiquent la traite des esclaves beaucoup plus tôt. Mais dans la chaîne racisme, esclavage, vous le voyez vraiment comme ça. X et tous ses congénères sont esclaves, tous ceux qu'on voit sont esclaves, donc à partir de là, on commence à faire un discours et à associer tous ces gens à un statut inférieur. La différence, si vous voulez, c'est que dans le monde antique ou dans le monde arabo-musulman, est esclave peut être esclave tous ceux qui n'ont pas la culture. Alors, Aristote a dit, tous ceux qui n'ont pas la culture grecque ne valent rien, ils peuvent être esclaves, hein, tous les étrangers, finalement. Dans l'islam, c'est tous ceux qui ne sont pas musulmans. Donc, effectivement, officiellement, disons, théoriquement, parce qu'il y a pas mal de nuances, on ne peut mettre en esclavage qu'un non-musulman, parce que les païens n'ont pas la culture. C'est une différence de culture. Ce qui devient spécifique de la traite atlantique, c'est la couleur. C'est plus la culture, parce que le code d'Édouard de Louis XIV, de Colbert et de Louis XIV en 1685, l'article 1 dit tous les esclaves doivent être baptisés. C'est le premier article. C'est l'année de la révocation de l'édit de Nantes, d'ailleurs, c'est pas étonnant. Donc, c'est pas la culture, c'est pas la religion, c'est la couleur. Et ça, c'est la différence. Tout à fait. Il y avait quelqu'un qui levait la main, oui. Alors moi, c'est peut-être une question plutôt biologique, mais comme vous avez dit qu'à partir du 18e, 19e, avec l'avènement de la génétique, on s'est rendu compte qu'il n'y avait qu'une seule race humaine, vous avez donné comme preuve, entre guillemets, que les noirs et les blancs peuvent s'accoupler et avoir une descendance fertile, mais pourtant dans le règne animal, par exemple, les labradors et les huskies, ou les chevaux et les ânes peuvent aussi s'accoupler et avoir une descendance. Donc est-ce que ce ne serait pas un mauvais critère pour dire qu'il n'y a qu'une seule race? Est-ce qu'il y aurait un autre critère plus pointu? Je ne sais pas si c'est très pertinent comme question, mais... Au début, puis après j'ai perdu le fil. Monsieur dit qu'au fond, il voudrait une autre preuve qu'il n'y a qu'une seule espèce que simplement le fait qu'ils puissent s'accoupler, parce qu'il cite est-ce qu'on peut dire, Christophe, des espèces d'animaux proches, mais qui donnent quand même des bâtards. Donc il aimerait une autre preuve que la capacité reproductive pour prouver qu'il n'y a qu'une seule espèce Homo sapiens. C'est la définition scientifique d'une espèce. Une espèce, c'est reproductible précisément parce que tout le monde est de la même espèce. Il peut y avoir des accouplements entre un cheval et une ânesse, mais ça donnera un mulet qui n'aura pas de descendance. Donc, le cheval et l'âne ne sont pas de la même espèce. Ça, c'est la définition scientifique qui veut dire que quelque humain que ce soit peut connaître tel autre humain. Alors, bien sûr, la définition scientifique, maintenant, elle est beaucoup plus élaborée avec les analyses sur l'ADN qui ont démontré, par exemple, qu'il peut y avoir beaucoup plus de différence entre deux Français blancs qu'entre un Noir et un Blanc, ou qu'entre un Chinois et un Africain. Il peut y avoir que très peu d'éléments. Alors, moi, je ne suis pas scientifique, si vous voulez, mais il n'y a aucun rapport entre la composition de l'ADN et la couleur de la peau. On passe à la question suivante. Oui, je ne vois pas qui a le micro. Oui, monsieur, oui. Donc, madame, bonsoir. J'ai une question concernant les antiquités africaines. L'authenticité. Les antiquités. Les antiquités africaines. Vous êtes sûr que c'est un rapport, hein? D'accord, oui. Je vous en prie, on vous écoute. Puisque nous parlons de l'Afrique, oui. Vous dites que l'Égypte antique, donc l'Égypto-nubien, aurait pratiqué l'esclavage. Voilà. J'ai une... Et puis la question, peut-être juste. La question, c'est quoi? Est-ce que c'est vrai? Donc, maintenant, il faudrait pratiquer l'esclavage. Ouais. Maintenant, sachant que l'Égypte antique, c'est une société de culture négro-africaine,
Et sachant que dans la culture négro-africaine, dans notre représentation par rapport au divin, nous sommes une parcelle du divin, à partir de ce moment-là, être esclave, ça n'est pas possible. Il n'y a pas d'esclaves dans la culture africaine? Vous êtes en train de dire ça? Alors que tout le monde dit que la traite intra-africaine, c'est entre 9 et 14 millions? Je suis en train de dire qu'il faut pouvoir apporter la justification par rapport à notre représentation à l'invisible. Je peux vous répondre. Nous sommes une parcelle du divin qui ne Alors, nous permet pas... L'histoire montre que l'Égypte est un lieu de rencontre extraordinaire de populations de partout, qui sont venues d'Asie, qui étaient sur place, qui sont venus de Méditerranée, qui sont venus d'Asie, et l'Égypte étant en Afrique, évidemment, majorité africaine. Mais majorité africaine qui n'est pas nécessairement la même. Le Nil, c'est très long, du côté de la Méditerranée ou du côté de la 7e cataracte. Il y a eu des dynasties noires en Égypte. Les historiens l'ont démontré, ce qu'on appelle la dynastie couchite, qui a duré pendant plusieurs siècles. Et puis, il y en a eu beaucoup, ma foi, comme je vous ai dit, qui étaient toutes les couleurs. Alors, négro-africaine, certainement, en très grande partie, mais pas seulement. Je dirais d'une façon plus générale, nous sommes tous des métis, tous, précisément parce que nous sommes une seule espèce. Quand on remonte dans la généalogie, alors je vais vous raconter une histoire plutôt drôle là-dessus, c'est en Afrique du Sud. Il y avait un généalogiste, attendez une seconde, un généalogiste très connu qui faisait les généalogies des Blancs, qui étaient là depuis le XVIIe siècle, enfin dont les ancêtres étaient là depuis le XVIIe siècle. Et quand il est remonté dans les généalogies, nécessairement, je dirais, au démarrage, il y avait toujours au moins une femme noire, parce qu'au XVIIe siècle, les jeunes hommes venaient sans femme, et ils faisaient souche sur le terrain. Par conséquent, même le plus blanc des blancs, ils sont métissés. Nous sommes tous métissés, mais nous ne le savons pas parce que nous ne connaissons pas notre généalogie depuis les débuts. Alors plus ou moins, bien entendu, ça se voit plus ou moins. Et vous avez des régions où vous avez une relative densification d'une population avec des mariages fréquents, très fréquents dans cette population, qui va reproduire un certain nombre de traits caractéristiques de cette population, mais il suffit qu'un individu de cette population aille ailleurs, et puis ça va donner autre chose. Alors, les races, ça se fabrique. Alors, on peut fabriquer une race de chiens, on peut fabriquer une race de moutons, on peut fabriquer ce qu'on veut, justement par les croisements. Seulement, les races humaines, ça n'existe pas. Parce que Hitler a voulu évidemment créer une race, blonde aux yeux bleus, aryenne, etc. Mais ça n'existe nulle part, y compris au cœur de l'Afrique. Parce qu'une des caractéristiques maintenant que l'on connaît de l'histoire très ancienne de l'Afrique, d'abord c'est les Africains qui sont partis les premiers. C'est arrivé du côté de la Tanzanie, de l'Afrique du Sud surtout, et probablement à partir de 9 millions d'années avant notre ère, ils ont commencé à partir, et à partir de 250 000 ans avant notre ère, c'est l'Homo sapiens qui a pris forme en Afrique et est parti. On peut penser qu'à ce moment-là, compte tenu de ce qu'on sait, mais on n'en a pas la moindre idée, ils étaient plutôt foncés de teint, tous. Bon, ça a disparu pour des raisons de mélange, de métissage extraordinaire partout. Donc en Égypte aussi, il y a beaucoup d'influences négro-africaines, elles peuvent être dominantes, elles ne sont pas exclusives. Et nulle part vous n'avez une exclusivité. Quand même, pour les étudiants qui commencent dans les études, monsieur fait allusion à une thèse très célèbre de l'historien Cheikh Anta Diop, dont le nom est justement celui de l'université principale de Dakar, qui a voulu montrer tout le lien entre la civilisation égyptienne et les civilisations africaines. Alors que jusqu'à cet historien, dont la thèse est par ailleurs discutée et controversée, mais qui a le mérite ça c'est très important, vous avez raison, parce que Cheikh Anta Diop a été un très grand visionnaire. Cheikh Anta Diop a dit quelque chose que les spécialistes égyptologues européens n'entendaient pas
dans les années 1950, Le lien avec que l'Afrique. l'Égypte a eu un grand apport africain subsaharien, c'est-à-dire noir. On fait encore Si juste vous aviez vu la réaction des égyptologues de l'Académie des plus hautes sommités dans les années 1960, ils étaient fous. L'égyptologie, c'est une science blanche. C'était pour eux une science blanche créée d'ailleurs par les Allemands du XVIIIe siècle. Juste une question par personne. On fait Bon, peut-être alors, s'il vous plaît. Non, monsieur. Cheikh Anta Diop a été un grand visionnaire en disant le b.a.-ba de la chose. Il a dit Service d'ordre. l'Égypte est en Afrique et par conséquent les racines On fait peut-être juste africaines un petit de l'Égypte exercice, sont madame. très importantes. Pardon. C'est évident. Ouais, on fait Il est peut-être allé juste un petit peu trop loin dans son Ouais. argumentation. Vous avez dit à un moment qu'on était tous métissés. Je propose juste qu'on fasse un tout petit exercice. Si vous voulez bien lever la main, les gens qui sont de père et de mère suisses depuis 3 générations, vous voulez lever la main, donc où il n'y a aucun mélange. Vous voyez, alors moi je suis bien placé pour voir que c'est moins du 10%. Hein, en termes de mélange et de métissage. Donc par exemple, moi j'ai une mère italienne, je vois la mère de mes enfants qui a un père espagnol. Voilà, hein, nous sommes tous métissés. Vous-même, vous êtes française des deux côtés? Moi, je Il suis... faut dire non là. Je suis une migrante de la 3e génération. Passons la parole. Bonsoir. Alors, en fait, moi, j'avais une question qui est en lien maintenant. Mais on se demandait pourquoi... Enfin, est-ce qu'il y a une différence proportionnelle entre le métissage, le métissage en Europe et en Amérique? Et si oui, à quoi c'est lié? Est-ce que c'est des questions de religion? Le micro, s'il vous plaît. Pardon. Est-ce qu'il y a des différences proportionnelles entre le métissage en Europe et en Amérique? Est-ce qu'on est autant métissé en Europe qu'en Amérique? Ouais, tout en sachant qu'il y avait certainement On est moins métissé de- absolument partout. Et ce n'est pas une question de pourcentage, tout le monde est métissé. J'entends Tout à le monde est l'époque, métissé, toute culture est faite du métissage de culture et de rencontres. Alors, compter, alors évidemment, les colonisateurs se sont amusés à compter, en particulier au Brésil. Les Blancs ont voulu faire des distinctions entre ceux dont les 2 parents étaient noirs, dont tout simplement une grand-mère était noire, dont seulement un arrière-grand-père était noir, et il y a avec des noms différents. Mais tout ça, c'est des fabrications complètement hurluberlues. On ne sait pas et on ne peut pas. On ne peut pas mesurer ce genre de choses par l'ADN, ça n'existe pas. La couleur de peau n'est pas un révélateur d'une espèce différente. La couleur de peau, c'est comme la couleur des yeux, la couleur des cheveux, et c'est pourquoi d'ailleurs les chercheurs ne veulent plus parler d'Afrique noire, parce que le mot Afrique noire est une invention coloniale, comme le mot Maghreb. Maghreb et Afrique noire, c'était la façon dont les Français ont décrit leur colonie africaine. Le Maghreb d'un côté, l'Afrique noire de l'autre. Or, comment voulez-vous définir un continent simplement par la couleur de la peau? D'autant que ce n'est pas vrai, ils ne sont pas tous noirs. On ne définit pas une personne par un trait physique, ce n'est pas possible. Nicolas? Bonsoir. J'avais une question. Pourquoi les Européens, pour les besoins de la traite, n'ont pas déposé les chefs locaux puisque, juste d'un point de vue capitaliste, on supprime un intermédiaire, donc c'est plus rentable. Au démarrage, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas déposé les chefs locaux? Mais parce que c'est très intéressant le démarrage. Parce que comme je vous l'ai dit, le démarrage chez les Portugais, et les Portugais, ce qu'ils voulaient, c'était l'or. L'esclavage au début, la traite, c'était un peu secondaire dans leurs affaires. Ça les a arrangés, mais enfin, c'était l'or. Donc, ils ont fait affaire avec les chefs locaux, et les Portugais, c'était quelques navires par an. C'est avec simplement le personnel du navire. Il n'était pas question de conquérir. Ils n'ont pas fait une conquête comme ils l'ont fait, comme les Espagnols l'ont fait en Amérique latine un peu plus tard. Les Portugais, c'était essentiellement des commerçants. Tout petit pays, très commerçant, et ce qu'ils voulaient faire, c'est des affaires. Et pour faire des affaires, ils ont cherché des partenaires commerciaux. Et ils ont trouvé, comme partout dans le monde, des partenaires commerciaux, pas tous. Du côté africain, vous avez des côtiers qui ont refusé absolument le contact.
qui ont refusé de faire affaire avec les Portugais. Et puis les Portugais, ils se sont installés aussi, ça c'est toute une histoire assez intéressante à voir, ils se sont d'abord installés dans des zones peu peuplées. En particulier, un de leurs premiers foyers, ça a été les îles du Cap-Vert. Les îles du Cap-Vert, elles étaient désertes avant qu'ils arrivent. Donc, les Portugais arrivent, c'était surtout des marins et des commerçants. Il leur faut des femmes. Ils vont aller acheter des femmes sur la côte africaine. Ils les ramènent dans les îles du Cap-Vert. Ils ont des enfants qui sont métis. Les enfants se mélangent, etc. Et donc, on ne sait plus qui est portugais, qui ne l'est pas. Ils font tous du commerce. Et ce qui est très intéressant dans cette toute première période, c'est que tout le monde se dit portugais. Tous ceux qui font le commerce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire commerçant. Vous avez un mot en Afrique de l'Ouest, les Dioula. Les Dioula, on pense que maintenant, on a dit que c'était une ethnie. Pas du tout. Dioula, ça voulait dire commerçant. Ils étaient tous commerçants, donc ils étaient Dioula. Alors, les Africains, les métis, les couleurs de peau différentes, qui n'étaient pas nombreux, mais il n'y a pas besoin d'être très nombreux pour, à partir du moment où vous recevez des fusils, pour aller conquérir des étrangers. Parce que c'était pas... quand on dit, par exemple, les Africains déportaient leurs frères, c'est comme si vous disiez les Français ont fait la guerre avec leurs frères allemands. Ils sont massacrés complètement pendant au moins 3 guerres. Les Africains de formations politiques différentes dans un immense continent, c'était beaucoup de formations politiques, beaucoup d'États, des petits, des moyens, des grands, et de temps en temps ils vivaient en paix, puis de temps en temps ils se faisaient la guerre comme partout dans le monde. Ça n'a aucune différence avec le reste du monde. Quand ils faisaient la guerre, ils faisaient des prisonniers de guerre ou ils ramassaient des esclaves et puis ils les apportaient, mais pas de chez eux. Hein, les autres, les étrangers, toujours le problème, les étrangers. Donc, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, j'ai un peu perdu le fil. Vous avez répondu à la question. Je crois que j'ai répondu à votre question. Oui, tout à fait. Pourquoi est-ce qu'ils se dépassent pour le mot portugais, ce qui est très intéressant, c'est qu'au XVIIIe siècle, le racisme occidental est beaucoup plus important. Et vous avez un agent anglais qui va en Sénégambie, on a son récit, et il dit « j'y comprends rien », XVIIIe siècle. J'ai vu des Noirs, très noirs, du côté des sources de la Gambie. Je leur ai demandé qu'est-ce que vous êtes, et ils m'ont répondu nous sommes des Portugais. Et le gars il comprend pas parce qu'il connaît pas l'histoire des siècles qui précèdent. Et ça s'est perdu avec le racisme du XVIIIe siècle, ça bien sûr. Mais c'était un petit groupe de commerçants, mais qui avait une puissance commerciale importante et des réseaux. D'une part, du côté européen, bien entendu, qui avait les capitaux et qui avait le pouvoir, mais d'autre part, des réseaux de fourniture d'esclaves à l'intérieur du continent. Mais eux-mêmes, ils étaient une poignée. Ils se connaissaient presque tous. Enfin, ils étaient 100, 200, pas beaucoup. Oui, vous aviez une question, madame. Alors, bonsoir. Alors, moi, j'ai une question, mais c'est plutôt un détail, on va dire, du commerce triangulaire. Vous en avez parlé, enfin, le système triangulaire, vous avez plutôt dit ça. Votre micro, s'il vous plaît. Plus près. Voilà. Vous avez entendu où je... Oui, vous parlez du commerce triangulaire. Oui, et ma question, elle est assez détaillée, et j'aimerais bien avoir votre avis du fait que quand les Européens aller chercher justement des esclaves en Afrique pour les amener soit en Europe ou soit en Amérique. Ça se passait comment en fait en Afrique? Est-ce que c'était, ils les envahissaient, ils les prenaient et puis les mettaient dans des négrières, ou est-ce qu'il y avait des tribus qui les échangeaient en échange d'autres biens? Et comment ça se passait en fait? Moi, pendant très longtemps, les Européens ont eu besoin d'avoir des alliés africains pour faire le commerce. Pour une raison, c'est un peu des raisons complexes, mais disons qu'ils étaient peu nombreux, ils ne supportaient pas le climat parce qu'ils mouraient comme des mouches avec le paludisme, et ils ne rentraient pas à l'intérieur du pays, du continent.
Les Portugais sont un peu rentrés du côté du royaume du Congo. Mais à part les Portugais, ils restaient sur la côte, dans les forts côtiers. Et ils attendaient que des caravanes arrivent qui leur apportent les esclaves. Alors ces caravanes, elles étaient conduites soit par, alors on peut dire des Portugais entre guillemets, c'est-à-dire des métis de toute espèce, soit par des Africains qui les achetaient plus à l'intérieur, qui les achetaient plus intérieurs, qui les achetaient plus intérieurs. Et ça, on le sait par les récits, beaucoup de récits d'esclaves. On a recueilli beaucoup de récits d'esclaves, malheureusement très peu en français, mais beaucoup en anglais. Et ça a été un travail qui a été beaucoup développé au XIXe siècle, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, où il y avait beaucoup d'esclavage au XIXe siècle, dans la première moitié du XIXe siècle, le nord des États-Unis était anti-esclavagiste. Donc faisait campagne contre l'esclavage du sud des États-Unis et cherchait à ce que d'anciens esclaves qui s'étaient échappés racontent leur vie. On en a beaucoup de récits de vie. Et on s'aperçoit que c'est très variable, mais enfin je vous donne un exemple parmi d'autres. C'est un ancien esclave donc, qui était aux États-Unis, qui avait été enlevé enfant près du lac Tchad. Il travaillait sa mère travaillait dans les champs avec 2 enfants. Il y a des cavaliers qui arrivent, qui les voient, qui les emmènent, qui les vendent à une caravane, et qui les revendent à une autre caravane, les caravanes grossissent de plus en plus, et puis 2 ans après, il se trouve sur la côte et il est embarqué sur un bateau. Donc c'était un commerce de réseau très important, qui s'est développé de plus en plus. Au début, ce n'était pas beaucoup, et puis ça s'est développé de plus en plus, et au XIXe siècle, ce sont des réseaux tellement importants. Alors là, on a aussi des témoignages très intéressants au XIXe siècle. Ce sont des femmes, des vieilles femmes. Alors, des vieilles femmes qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu, ou d'anciennes esclaves, elles n'avaient plus d'autres ressources au bout d'un certain temps, pour certaines d'entre elles. On a comme ça une trentaine de récits, que de se réfugier dans une mission, en particulier une mission protestante, en Afrique centrale, du côté de la Tanzanie actuelle ou de la RDC actuelle. Et pour adhérer au protestantisme, il fallait qu'elles racontent leur vie. Donc ce sont des missionnaires qui ont enregistré la vie de ces femmes. Alors il y en a une en particulier qui était une fille de chef qui finalement a été donnée par son père. Voilà, oui, parce qu'il y avait eu un mariage où la femme de son père était morte, donc la famille de la femme réclamait une compensation parce que si elle était morte, c'était la faute de la famille, donc il devait donner 5 ou 6 esclaves. Il n'en avait que 4, donc il a donné les 4 esclaves qu'il avait, plus sa propre fille. Il devait en avoir pas mal. Donc c'est comme ça qu'elle est devenue esclave. Et elle, c'était une femme apparemment qui est devenue intrépide, fort belle, et sûrement très courageuse, et qui a passé sa vie à être vendue et à s'échapper. Et elle raconte à un moment qu'elle se trouve dans une caravane qui l'emmène vers l'océan Indien. Elle s'échappe, elle vit quelques années, et quelques années plus tard, elle se retrouve dans une caravane qui l'emmène vers l'Atlantique. Ça prouve que les réseaux étaient devenus au XIXe siècle, mais pas avant, mais au XIXe siècle, étaient devenus tellement intenses que ça traversait l'Afrique de part en part. Alors pourquoi ils sont devenus intenses ? C'est parce que, entre autres, quand les Européens ont arrêté la traite, ils ne sont pas allés consulter les hommes d'affaires africains qui faisaient des affaires avec la traite. Tous ces réseaux étaient en place. Qu'est-ce qui se passe ? Le marché se ferme. On ne peut plus vendre des esclaves. Mais on ne va pas arrêter de chercher des esclaves du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et dans les sociétés africaines, pour simplifier, il y avait 2 solutions qui existent. Il y a toute une série de cas. Ou bien on s'en sert pour faire des soldats, pour aller conquérir. Et donc il y a des grands empires qui se constituent au XVIIIe et au XIXe siècle à l'intérieur de l'Afrique avec des armées d'esclaves. Ou bien on les met au travail. Et donc une société qui était une société à esclaves, mais qui n'était pas nécessairement avant une société esclavagiste, devient une société esclavagiste au XIXe siècle.
Et c'est une espèce de résultat pervers de l'interdiction de la vente à l'extérieur. Ben, les esclaves, ils restent esclaves, et qu'est-ce qu'on en fait? Ben, on les fait produire. Par société esclavagiste, s'entend une société où tout le travail est fait par les esclaves, comme aux États-Unis ou comme dans la Rome antique. Une société à esclaves, c'est une société où il y a des esclaves, mais il y a aussi d'autres, et que finalement tout le monde travaille un peu de la même façon, simplement les esclaves sont méprisés par rapport aux autres. Et ça, ce tournant, il se fait au 19e, en Afrique. On va peut-être la dernière question, hein, et brève, et avec une réponse relativement brève aussi, parce qu'ils nous attendent ailleurs. Oui. Voilà, il n'y a pas de réponse. Je vous remercie beaucoup pour votre immense érudition. Simplement, je voulais rappeler, parce que vous avez parlé essentiellement de la France, qu'en Suisse, la plupart des grandes familles et des grandes fortunes de Suisse sont elles aussi basées sur le commerce triangulaire. Je suis neuchâteloise moi-même, par exemple. Eh bien, au plein cœur de Neuchâtel, il y a la maison du Pérou, qui s'appelle comme ça, qui est la maison des nobles neuchâtelois. Donc, c'était juste une petite note en bas de page qu'on n'oublie pas. C'est pas parce qu'on nous parle de la France ou du Portugal ou de l'Angleterre que nos familles richissimes et ancêtres des grands capitalistes suisses sont fondées, elles aussi, sur le trafic triangulaire. Merci beaucoup. Et qui a Merci. Et qu'il y a un bateau négrier qui s'appelle le Lausanne, hein, donc par ailleurs, hein, tout à fait, il y a un bateau qui s'appelait le Lausanne. Bien, alors, là, il est 8h20 Merci. et des poussières. On remercie peut-être encore une fois Madame Petrovic, merci. Merci. On vous attend. On espère que vous n'êtes pas venu que pour, mais on vous attend aussi. Donc, c'est dans une autre partie de ce bâtiment, c'est dans la salle des fêtes. Il y a certainement des gens. S'il vous plaît. On se tait. Donc, on vous attend dans une autre partie de ce bâtiment qui est la salle des fêtes, qui est en gros en dessous, là, où il y a l'orchestre qui s'appelle. J'oublie toujours le nom. Ouais, enfin, les percussionnistes de Mani, Sanou et compagnie qui en fait sont Farafina. Et qui accompagne un cocktail dînatoire, hein, c'est bien. Exactement. Ça, d'accord? Jusqu'à 22h30, nous devons partir à 22h30 de ce... Mais nous vous invitons, il n'y a pas de taxe d'entrée, je vous en prie. Hein, d'accord.